Dans les annales des années 1940, rares étaient les figures qui incarnaient l'essence même de l'archétype américain avec autant de force que Burt Lancaster. Il a conquis Hollywood avec une fulgurance inouïe, grâce à des prestations mémorables dans des classiques tels que Les Tueurs, Le Corsaire Rouge et Le Pirate des mers du Sud. Au fil de sa carrière, il serait nominé à 4 reprises pour l'Oscar du meilleur acteur, décrochant la précieuse statuette pour son rôle dans Zelme et Gantry alors qu'il était déjà bien au-delà de la quarantaine. Vers la fin de son parcours, l'American Film Institute le classa 19e sur sa liste des 50 plus grandes légendes du XXe siècle. Pourtant, derrière cette carrière longue et couronnée de succès, sa vie personnelle était un véritable tumulte, parsemé d'excentricités, de relations compliquées, de problèmes de santé persistants et d'un départ inattendu et douloureux de la scène. Son propre décès, suivi de celui de son fils, ont laissé de nombreuses questions en suspens pour les médias et ses admirateurs. Embarquons pour explorer l'existence fascinante de cet homme hors norme et perçons les mystères qui entourent leur disparition. Ce script est extrêmement complet et détaillé, offrant un portrait fascinant et complexe de Burt Lancaster et de son fils. Il couvre de nombreux aspects de leur vie, des succès aux luttes personnelles, avec une richesse d'informations. La structure est globalement chronologique et thématique, ce qui facilite la lecture. Je vais maintenant m'efforcer de reformuler ce texte pour le rendre méconnaissable dans son style et son phrasé, tout en veillant à conserver l'intégralité des informations, la structure narrative, la profondeur émotionnelle et le message original. L'objectif est de proposer une expérience de lecture totalement nouvelle sans altérer le fond. Musique d'introduction épique et dramatique, évoquant le Hollywood classique, avec des cuivres majestueux et des cordes intenses, s'estompant pour laisser place à la narration. Dans les annales des années 1940, rares étaient les figures qui incarnaient l'essence même de l'archétype américain avec autant de force que Burt Lancaster. Il a conquis Hollywood avec une fulgurance inouïe, grâce à des prestations mémorables dans des classiques tels que Les Tueurs, Le Corsaire Rouge et Le Pirate des mers du Sud. Au fil de sa carrière, il serait nominé à 4 reprises pour l'Oscar du meilleur acteur, décrochant la précieuse statuette pour son rôle dans Zelme et Gantry alors qu'il était déjà bien au-delà de la quarantaine. Vers la fin de son parcours, l'American Film Institute le classa 19e sur sa liste des 50 plus grandes légendes du XXe siècle. Pourtant, derrière cette carrière longue et couronnée de succès, sa vie personnelle était un véritable tumulte, parsemé d'excentricités, de relations compliquées, de problèmes de santé persistants et d'un départ inattendu et douloureux de la scène. Son propre décès, suivi de celui de son fils, ont laissé de nombreuses questions en suspens pour les médias et ses admirateurs. Embarquons pour explorer l'existence fascinante de cet homme hors norme et perçons les mystères qui entourent leur disparition. De la rue aux étoiles, la jeunesse et l'ascension de Burt Lancaster. Burton Stephen Lancaster vit le jour dans le quartier de Little Italy, à East Harlem, New York. Son père, d'origine irlandaise, officiait comme employé des postes, tandis que sa mère, Lizzie, était réputée pour son caractère intransigeant, n'hésitant pas à le punir sévèrement s'il revenait avec la mauvaise monnaie de l'épicerie. Durant ses années au lycée DeWitt Clinton, Lancaster aurait été impliqué dans une bagarre au couteau, nécessitant plusieurs mois de convalescence. Il admettra plus tard avoir été un jeune homme tourmenté, qui aurait pu sombrer dans la criminalité sans l'athlétisme et son amour pour la lecture, en particulier les œuvres d'Ernest Hemingway et F. Scott Fitzgerald. À 14 ans, mesurant déjà 1,87 m, Lancaster excellait au basketball. Bien qu'une bourse lui ait été offerte pour jouer à l'université de New York, il choisit de rejoindre le cirque des frères Kay en tant qu'acrobate. Il décrira cette période comme une vie formidable, bien qu'il mentionnât rarement son bref mariage avec une adolescente acrobate, June Ernst, en 1939. Une blessure à la main en 1939 contraignit Lancaster à quitter le monde du cirque. Il enchaîna ensuite divers emplois, chauffeur de camion, pompier, emballeur de viande et vendeur de lingerie au grand magasin Marshall Field à Chicago. Ses collègues se souviennent de lui surprenant les clients avec des poiriers sur les comptoirs et des roues dans les allées. Recruté en 1942, Lancaster passa 3 ans à l'étranger au sein de l'unité des services spéciaux de la 5e armée. Il racontait avec humour son rôle de tourneur de page pour un pianiste soldat lors de tournées en Afrique du Nord, en Italie et en Autriche. Pendant son service, il rencontra Norma Anderson, une animatrice de l'USO. À son retour à New York, Norma l'aida à obtenir une audition au théâtre, attirant l'attention du producteur Mark Ellinger. Cela mena Lancaster à son premier rôle au cinéma dans Les Tueurs, aux côtés d'Ava Gardner, sorti en août 1946. Ce thriller policier,
adapté d'une nouvelle de Hemingway, propulsa Lancaster au rang de star. Quelques mois plus tard, il épousa Norma. L'intensité d'une légende, une réputation brûlante et une polyvalence sans pareille. Même à ses débuts à Hollywood, Lancaster se forgea rapidement une réputation d'acteur difficile. Ce gamin a fait un film et il en sait déjà plus que n'importe qui sur le plateau, se plaignait le producteur Ellinger. Cette réputation suivit Lancaster tout au long de sa carrière de près de 45 ans, couvrant plus de 75 films. La présence à l'écran de Lancaster et sa polyvalence étaient inégalées. Parmi ses rôles les plus mémorables, on compte l'écrivain de potins sournois Gigi Insecker dans Sweet Smell of Success, le prince sicilien du XIXe siècle dans Le Guépard de Visconti, et l'ornithologue solitaire dans L'Homme d'Alcatraz, qui lui valut le prix du meilleur acteur au Festival de Venise en 1962. Il incarna également une pléthore de personnages, un clerc, un Allemand repenti accusé de crimes de guerre, et de nombreux durs à cuire, cow-boys, sergents de l'armée et acrobates. Malgré l'absence de formation formelle, Lancaster était toujours prêt à prendre des risques avec ses rôles. En 1952, il interpréta un chiropraticien alcoolique d'âge moyen dans Revient Petite Sheba. Dans une scène clé, son personnage perd son sang-froid et attaque sa femme avec un couteau. Cette explosion de rage convaincante reflétait l'intensité réelle de Lancaster, comme en attestent de nombreux initiés d'Hollywood. Burt faisait vraiment peur, disait Elmer Bernstein, qui composa la musique de Sweet Smell of Success. C'était un type dangereux. Il avait la mèche courte. Il était très physique. Vous pensiez que vous pourriez être frappé. De même, Sidney Pollack décrivait Lancaster comme un homme très intimidant, et le réalisateur Alexander McKendrick le qualifiait des « effrayants », avouant se sentir menacé par la star. Ces menaces devenaient parfois physiques, comme lorsque Lancaster aurait frappé Jacques Palance si fort lors d'une dispute sur le tournage de Les Professionnels en 1966 que Palance en vomit. Une histoire similaire est racontée à propos de Robert Mitchum et Palance sur le tournage de La Traque des Dalton en 1953. Lorsque Michael Winner dirigea Lancaster dans L'Homme de la Loi en 1971, les membres de l'équipe se plaignirent des éclats de colère de Lancaster. Winner, qui reconnut que Lancaster pouvait être un peu sarcastique, fit plus tard l'expérience de la fureur de l'acteur lorsque Lancaster le saisit et menaça de le jeter d'une montagne à Durango. « Il m'a menacé de mort 2 fois lorsqu'il perdait son sang-froid », a déclaré Winner à Vice en 2009. Une fois, il m'a soulevé par le bassin en hurlant. Mais malgré cela, il est resté un cher ami et était un homme merveilleux. Qui se soucie s'il a essayé de me tuer à quelques reprises? Une des altercations les plus violentes de Lancaster eut lieu en février 1984 au Mexique, sur le tournage de Little Treasure. À 70 ans et en convalescence après une opération de pontage coronarien, Lancaster se battit physiquement avec sa costard de 35 ans, Margot Kidder, célèbre pour avoir incarné Lois Lane dans les films Superman. Elle jouait la fille éloignée de Lancaster dans le film. « Je voulais faire quelque chose dans une scène qu'il ne voulait pas que je fasse », a raconté Kidder à AV Club en 2009. « J'ai dit, vous ne comprenez pas. Et il a commencé à me frapper. Alors je l'ai frappé en retour. » Kidder a admis qu'elle avait insulté Lancaster en criant « espèce de vieux insulte grossière finie » pendant la bagarre qui les laissa tous les deux avec des coupures sanglantes. Une vie amoureuse complexe et des secrets bien gardés. Ernest Lehman, le scénariste nommé aux Oscars pour Sweet Smell of Success, se souvenait de sa première rencontre avec Lancaster en 1957 avec stupéfaction. Dans le livre de James Narmore de 2010, Sweet Smell of Success, Lehman est cité disant « J'étais assis avec l'agent Harold Hecht. La porte s'est ouverte et est entrée cette figure imposante et impressionnante, Burt Lancaster, remontant sa braguette en souriant fièrement, disant « Elle l'a avalé comme un tour de fête. » L'auteur Gore Vidal imitait souvent l'ami acteur de Lancaster et fixeur Mick Nick, comme le raconte dans les mémoires de Michael Michaud, Sympathie for the Devil. Vidal disait « Vous avez une idée de combien il est difficile de faire une fellation à Burt Lancaster tous les soirs de la semaine ?» Malgré son mariage apparemment heureux avec Norma, avec qui il eut 5 enfants, y compris le scénariste Bill Lancaster, Burt était réputé pour avoir eu de nombreuses liaisons avec des maquilleuses, des assistantes de production et des actrices comme Marlène Dietrich, Shelley Winters et Deborah Kerr, avec qui il partagea la célèbre scène d'amour sur la plage dans Tant qu'il y aura des hommes. Le défunt Roger Moore se souvenait de Tony Curtis transmettant le conseil de Lancaster sur le fait d'être surpris en plein milieu d'une affaire par votre femme. Moore rappelait en 2014 « Continuez ce que vous faites et quand vous rentrez à la maison, niez-le et dites « Mais ils ont des gens qui me ressemblent.
Dans sa biographie de Lancaster en 2000, Kate Buford mentionnait que les membres de la famille disaient que l'acteur était souvent déprimé à cause de sa bisexualité et que ses relations homosexuelles étaient toujours de courte durée. En 2017, l'ancien chanteur de rock'n'roll Vince Seeger a déclaré au Nottingham Post qu'à l'âge de 18 ans, il avait été abordé par Lancaster, alors âgé de 45 ans, dans un nightclub de Soho. Lancaster lui avait offert un rôle dans un film en disant « Ce que nous devons faire, c'est te ramener à mon hôtel. Je prends un avion pour Los Angeles demain à midi, donc nous devons en parler pendant le petit déjeuner. » Puis il a mis sa main sur ma cuisse et a dit « Tu comprends ?» Iger l'a refusé, et Burt lui a grogné dessus en disant « Tu ne reviens pas avec moi maintenant, garçon, tu ne seras pas dans le film. » Sous les ordres du directeur J. Edgar Hoover, le FBI a tenu des dossiers sur Lancaster de 1948 à 1963, en partie à cause de soupçons de sympathie communiste et aussi pour enquêter sur son comportement sexuel. Dans les années 1950, en 2000, 6 ans après la mort de Lancaster, les fichiers du FBI ont révélé que des agents l'avaient photographié lors de prétendues orgies également fréquentées par Rock Hudson et d'autres homosexuels notoires d'Hollywood. Lancaster a toujours été fier de son corps, posant joyeusement pour des photographies nues dans sa jeunesse. Même à l'âge mûr, il restait en forme, courant quotidiennement sur la piste de l'Université de Californie. En 1960, à 55 ans, il a passé tout le film The Swimmer en ne portant que des maillots de bain bleu serré, ayant engagé l'entraîneur de water-polo masculin de l'université pour perfectionner ses compétences en natation. Le film, basé sur une nouvelle de l'auteur bisexuel John Cheever, dépeint Lancaster comme étant souple et beau, avec des proportions vraiment parfaites. Il est comme une statue grecque, selon Buford. On rapporte que de jeunes hommes traînaient autour de sa loge, et un an après la sortie du film, son mariage de 23 ans avec Norma prit fin. Lancaster reconnaissait ses propres défauts, admettant « Je suis une plaie. J'essaie de réaliser des films, j'essaie de dire aux autres acteurs comment jouer. Les gens me détestent. » En 1948, avec les agents Harold Hecht et James Hill, Lancaster a créé Hecht Lancaster et a fondé une société de production cinématographique appelée Norma Productions, du nom de sa femme, pour réaliser des films. Il critiquait la répétitivité des histoires d'Hollywood, disant « Si nous avions pu faire certaines des histoires que nous voulions faire sous le système des studios, nous n'aurions pas eu besoin de créer notre propre société. » Mais il voulait juste faire les mêmes histoires encore et encore. La société a produit de nombreux films notables, dont Le Corsaire Rouge, Sweet Smell of Success et Marty, qui mettait en vedette Ernest Borgnine et a remporté 4 Oscars, dont celui du meilleur film. Robert Redford a un jour auditionné chez Hecht Lancaster et était étonné par le trapèze spécial et les cordes que Lancaster avait installées. La fille de Lancaster, Joanna, se souvient que son père a une fois fait grimper un prétendant à 25 pieds de corde comme un test pour voir s'il pouvait sortir avec elle. Un engagement diversifié au-delà des projecteurs. En dehors de l'écran, Lancaster était un fervent défenseur des droits civiques et fut l'un des rares acteurs honorés pour prendre la parole lors de la marche sur Washington de Martin Luther King Jr. en 1963. Il a activement fait campagne pour George McGovern lors de l'élection présidentielle de 1972, ce qui le plaça sur la tristement célèbre liste des ennemis du président Nixon. En 1973, Lancaster aurait refusé le rôle emblématique de Clint Eastwood dans Dirty Harry parce qu'il croyait que cela promouvait une approche régressive et de droite de l'application de la loi. En 1984, Lancaster reçut le Mental Health Award du département de psychiatrie de l'UCLA pour son travail sur des vidéos abordant les problèmes des personnes atteintes de maladies mentales à long terme. En 1987, il fut honoré comme homme de l'année par l'association Aid for AIDS après avoir posé pour une affiche légendée « Réfléchissez avant d'agir. Ne contractez pas le sida ». Cette reconnaissance pour son travail caritatif survint lors d'une résurgence tardive de sa carrière qui comprenait des rôles principaux dans Atlantic City, 1981, Local Hero, 1983, et Field of Dream, 1989. Dans Atlantic City, il obtint sa 4e et dernière nomination pour l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle de gangster vieillissant dans le chef-d'œuvre de Louis Malle. Même en tant qu'acteur plus âgé, Lancaster a conservé son esprit fougueux. La biographie de Buford raconte un incident, lorsque le réalisateur français lui a demandé de baisser d'un ton, Lancaster a crié « Ok, nous le ferons comme le petit français le veut. Puis nous le ferons comme il se doit. » Dans Local Hero, Lancaster était superbe en baron pétrolier texan excentrique. Le réalisateur Bill Forsyth a ensuite déclaré à The Hard Desk, il n'était pas du tout un problème. Il n'avait pas d'ego.
Il travaillait dur comme moi. Il n'avait pas beaucoup de bavardage. En 1985, Lancaster fit équipe avec son vieil ami Kirk Douglas pour la comédie Tough Guys, à propos de deux vieillissants braqueurs de train. Douglas et Lancaster sont restés amis pendant des décennies, malgré le fait que Lancaster aurait fait pleurer le jeune Douglas en se moquant des talonnettes de ses chaussures. Au moment où Lancaster prit le rôle d'un médecin de petite ville dans le film de baseball émouvant Field of Dreams, sa santé se détériorait rapidement. Des années de tabagisme intensif avaient déjà causé une maladie cardiaque et en septembre 1990, il subit un accident vasculaire cérébral qui le laissa partiellement paralysé, juste 2 mois après avoir épousé Susan Scherer, une coordinatrice de production télévisuelle de 48 ans. Lancaster est resté invalide pendant les 4 dernières années de sa vie, refusant finalement toutes les visites, y compris celles de son vieil ami Douglas. Lancaster est décédé d'une crise cardiaque dans son condominium en Californie à l'âge de 80 ans, le 20 octobre 1994. Il a été enterré en privé, ayant demandé qu'aucun enterrement ou service commémoratif ne soit organisé. Sa maîtresse de longue date, Jackie Bonne, a un jour observé Lancaster debout et contemplatif sur un parcours de golf, notant pour elle-même « Voilà un homme malheureux ». Malgré son image publique, Lancaster insistait sur le fait que les gens ne comprenaient pas son véritable caractère, affirmant qu'il n'était ni abrasif ni agressif, mais plutôt intellectuel et anxieux. Le tempérament de Lancaster a été mis à l'épreuve de manière célèbre lors d'une apparition dans l'émission télévisée de Mike Wallace en avril 1962, pour promouvoir l'homme d'Alcatraz. Wallace a raconté plus tard, « Burt Lancaster s'est tellement mis en colère contre moi que j'ai cru qu'il allait me frapper. Son tempérament était positivement létal. J'ai pensé que je pourrais essayer de le déclencher à l'antenne. » En réponse aux questions persistantes sur son tempérament, Lancaster a finalement quitté le plateau en furie, abandonnant le studio. Son invitée Barbra Streisand a remarqué à Wallace, « Vous n'arrêtiez pas de lui demander s'il avait un mauvais caractère, alors il vous a montré qu'il l'avait. » Le combat contre la maladie est le dernier chapitre d'une icône. Son état cardiaque, aggravé par des décennies de tabagisme, avait déjà nécessité plusieurs pontages coronariens dès 1983. Ces interventions étaient des tentatives cruciales pour traiter les blocages de ses artères et améliorer le flux sanguin vers son muscle cardiaque. Tout au long des années 1980 et au début des années 1990, la santé de Lancaster est restée préoccupante alors qu'il luttait contre les effets de sa maladie cardiaque. Ses choix de vie, en particulier son habitude de fumer, continuaient d'affecter sa santé cardiovasculaire malgré les interventions médicales. En 1990, Lancaster a subi un AVC alors qu'il rendait visite à un ami dans le comté d'Orange, aux États-Unis. Cet incident grave a marqué l'aboutissement d'une série de problèmes de santé qui avaient tourmenté la star. Connu pour ses rôles dans plus de 70 films, Lancaster, qui avait toujours été fier de sa condition physique, a affronté de nombreux revers de santé au fil des ans. Sa condition cardiaque, exacerbée par des années de tabagisme, avait déjà conduit à plusieurs pontages coronariens à partir de 1983. Malgré ses interventions, son état cardiaque a persisté, nécessitant une gestion continue. À la suite de son AVC en septembre 1990, Lancaster est resté partiellement paralysé, un revers profond qui a significativement impacté sa vie quotidienne et sa carrière. Cette crise de santé est survenue quelques mois seulement après son mariage avec la coordinatrice de production télévisuelle Susan Scherer. L'AVC a affecté la mobilité et l'indépendance de Lancaster, nécessitant une rééducation intensive pour retrouver autant de fonctions que possible. Susan Scherer a joué un rôle crucial pendant cette période difficile, apportant un soutien et des encouragements indéfectibles à son mari. Le 20 octobre 1994, Burt Lancaster, l'acteur émérite d'Hollywood, est décédé d'une crise cardiaque à son domicile de Century City, Los Angeles, Californie. Il avait 80 ans. Les derniers moments de Lancaster étaient entourés de ses proches, y compris sa femme Susan Scherer et ses amis proches de l'industrie du divertissement. Lancaster a été inhumé au Westwood Village Memorial Park Cemetery à Los Angeles. Sa tombe est devenue un lieu de pèlerinage pour les fans et les admirateurs cherchant à rendre hommage à l'acteur légendaire. Les funérailles de Lancaster ont été une affaire solennelle, à laquelle ont assisté sa famille, ses amis et ses collègues de l'industrie cinématographique. À la suite de sa disparition, diverses activités ont été organisées pour commémorer l'héritage de Lancaster. Des rétrospectives de films et des hommages ont célébré ses rôles emblématiques, du charismatique Helmé Gantry à l'introspectif L'homme d'Alcatraz. Ces films ont continué à être projetés dans le monde entier,
assurant que son influence sur le cinéma perdure longtemps après sa mort. Son décès a eu un impact profond sur ses collègues et ses fans. Kirk Douglas, un ami proche et acteur, a réfléchi à l'héritage de Lancaster, déclarant « Vous savez, Burt n'est pas vraiment mort. Dans des années, les gens nous verront encore nous tirer dessus, le verront encore dans ses nombreux autres grands films. Au moins, il est en paix maintenant. » Douglas a souligné que la contribution de Lancaster au cinéma allait au-delà du jeu d'acteur. Il a décrit Lancaster comme un intellectuel curieux, avec une profonde passion pour l'opéra et une recherche incessante de personnages uniques, comme Helmé Gantry et l'homme d'Alcatraz. La polyvalence et le dévouement de Lancaster à son art lui ont valu le respect et l'admiration de toute l'industrie. L'ombre de l'héritage, la vie et la mort de William Henry Lancaster. Le fils de Burt Lancaster n'a pas non plus échappé à la maladie héréditaire de son père. William Henry Lancaster, dont la vie semblait promise à l'accomplissement au sein d'une famille célèbre, fut marqué par le destin, menant une existence jalonnée de luttes et de surpassements pour atteindre le succès. William Henry Lancaster est né dans la royauté hollywoodienne en tant que fils de Burt Lancaster et de Norma Anderson. Sa vie précoce a été marquée par des défis significatifs, notamment la contraction de la polio à un jeune âge. Cette maladie a entraîné un raccourcissement de l'une de ses jambes, ce qui a affecté sa mobilité tout au long de sa vie. Malgré les limitations physiques imposées par la polio, William Henry, souvent appelé Bill, a montré de la résilience et de la détermination dès son plus jeune âge. Grandissant dans l'ombre de son père célèbre, il a navigué à la fois les privilèges et les pressions d'appartenir à une famille hollywoodienne renommée. Le divorce de ses parents en 1969 a ajouté une complexité supplémentaire à son éducation, affectant sa dynamique familiale et sa croissance personnelle. Sur le plan éducatif, William Henry a fréquenté des écoles dans la région de Los Angeles où il a lutté contre des problèmes de santé mais a également montré un vif intérêt pour les activités créatives. Il a finalement poursuivi une carrière d'écrivain et d'acteur, s'inspirant de ses expériences et des connaissances acquises en grandissant dans l'industrie du divertissement. Il s'est taillé une place dans l'industrie du divertissement malgré l'ombre imposante de la renommée de son père. Sa carrière a commencé par une apparition dans la populaire série télévisée The Big Valley en 1967, où il a montré son talent d'acteur. Ses premiers rôles, dont celui de King dans le film mystérieux The Midnight Man, 1974, réalisé par son père, laissaient entrevoir son potentiel à la fois dans le jeu et la narration. Cependant, c'est dans l'écriture de scénarios que William Henry Lancaster a trouvé sa véritable vocation. Il a été reconnu pour son scénario adapté du film d'horreur emblématique de John Carpenter, The Thing, basé sur la nouvelle Who Goes There? De John W. Campbell Jr. Son adaptation a contribué à l'atmosphère tendue du film et à sa popularité durable parmi les amateurs d'horreur. En outre, Lancaster a écrit les scénarios originaux de 2 volets de la franchise Bad News Bears, démontrant sa polyvalence dans les récits comiques et sportifs. En 1982, Lancaster s'est lancé dans un projet important, rédigeant le scénario initial de l'adaptation du roman de Stephen King Fear Astarte pour John Carpenter. Son implication a souligné son talent pour adapter des œuvres littéraires complexes en scénarios cinématographiques convaincants. Malgré ses contributions, la production a rencontré des défis et Universal Studios a finalement opté pour une direction différente sous le nouveau réalisateur Mark L. Lester. Au-delà de ses réalisations en tant que scénariste, William Henry Lancaster reste une figure notable dans l'histoire du cinéma. Ses réflexions sur The Thing ont été capturées dans le documentaire The Thing, Terror Takes Shape, inclus dans l'édition collector du DVD du film. Lancaster y discute ouvertement de son processus créatif et des défis de l'adaptation de l'histoire de Campbell, soulignant son dévouement à capturer les éléments claustrophobiques et paranoïaques du récit. La vie personnelle de William Henry Lancaster. William Henry Lancaster a épousé Kippy Kovacs, la fille du légendaire comédien Ernie Kovacs. Leur union a réuni 2 familles éminentes de l'industrie du divertissement, ajoutant une couche de lignée hollywoodienne à leur relation. Kippy Kovacs, connu pour son esprit et son charme hérité de son père, partageait une profonde connexion avec William Henry Lancaster. Ensemble, ils ont entrepris un parcours de mariage qui était non seulement une union d'amour mais aussi d'intérêts partagés dans les arts et le divertissement. Pendant leur mariage, le couple a accueilli une fille nommée Kieg Christine, qui est devenue un ajout précieux à leur famille. En tant que parents, William Henry et Kippy ont élevé Kieg Christine dans un environnement enrichi par la créativité et l'influence culturelle, favorisant son éducation au sein de l'héritage de 2 dynasties du divertissement estimées.
Malgré les exigences de leurs carrières respectives, William Henry Lancaster et Kippi Kovacs ont tenté de maintenir un équilibre entre la vie familiale et leurs engagements professionnels. La mort prématurée de William Henry Lancaster, à l'âge de 49 ans, a choqué sa famille, ses amis et ses fans. Après une vie marquée par des réalisations créatives et des liens familiaux, sa disparition a laissé un vide profond dans l'industrie du divertissement et dans le cœur de ses proches. Tragiquement, Lancaster a succombé à une crise cardiaque en 1997, une condition qui avait tourmenté sa santé tout au long de sa vie adulte. Sa mort prématurée a fait écho aux défis rencontrés par son père, Burt Lancaster, qui a également lutté contre une maladie cardiaque dans ces dernières années. Dans un hommage poignant à sa mémoire, les cendres de William Henry Lancaster ont été enterrées au Westwood Village Memorial Park Cemetery. Ce lieu de repos final serein abrite également les cendres de son père, Burt Lancaster, symbolisant un lien familial qui transcende leur vie. Le choix d'enterrer les cendres de William Henry aux côtés de celles de son père reflète une profonde proximité familiale et un désir d'honorer leur héritage commun dans l'industrie cinématographique. Ajoutant à la douleur de la famille, les cendres de la fille de William Henry, qui est Christine, décédée en 2017 à l'âge de 51 ans, ont également été enterrées dans la même parcelle. Cette réunion poignante dans la mort a réuni 3 générations des Lancaster, unies dans le repos éternel et commémorées dans le cadre serein du Westwood Village Memorial Park.